Ouais, bah quel âge? Quand t'as un daron, c'est relou. Mais pourquoi tu dis ça, Brigitte? Non, mais... Non, je disais, parce que je parlais des potes. Il disait, voilà, c'est relou. Bienvenue tout le monde à l'épisode 25 de CKR chez Kevin Razi. Moi-même, Kevin Razi, enchanté d'être avec vous tous les mardis soirs en compagnie de Dr H. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Ça va bien, et toi? T'as taffé? Ouais, un peu. Ouais. Un peu. On sortit aussi un petit peu. T'es sorti? Ouais, enfin, sorti marcher, quoi. Tu vois, sortir de ma grotte. J'ai marché comme ça, j'ai fait 2-3 allers-retours. J'ai fait un pas, puis après j'ai fait le deuxième, et j'ai fait je me suis retrouvé d'ailleurs. Non, c'est bien, écoutez, Hamza a marché, on est super contents. On a suivi de très longs monologues et subi de longs monologues pour voir... Pour les Molières. Mes pauvres. Voilà. On va en reparler juste après, moi je veux te rembourser. Je sais pas de quoi, mais je veux te rembourser. Je m'en fous, je veux te rembourser. Comme d'habitude, équipe de choc, il y a ma chérie Gaël Canicagnan à la réalisation et au montage de ces vidéos. On a le showrunner et le mixeur son Mourad Mokadem. Merci. Et comme d'habitude, on est trop contents. Merci pour le soutien, les messages. J'ai croisé quelqu'un dans la rue dans le métro tout à l'heure et il m'a dit j'adore ce que vous faites avec Dr Hamza. J'adore, les gens t'appellent soit Dr H, soit Dr Hamza, mais c'est cool, hein, c'est rentré. Hein. C'est cool. Et je lui dis justement, je vais rejoindre Hamza, là on va tourner. Il m'a fait c'est pas vrai, mais ça va être quoi le sujet et tout. Alors le sujet du thème, le thème principal aujourd'hui, c'est alors c'était le 1er mai en fait. Le 8 mai. Non, le 8 mai. Le 8 mai, parce que c'est jour férié. Voilà. Pourquoi c'est férié? On va expliquer pourquoi c'est férié. Qu'est-ce que ça implique après? Et qu'est-ce que ça implique? Et aussi, on va avoir d'autres explications de la part de Dr H. J'ai hâte de vous en faire part. Continuez de nous suivre sur les réseaux, ça nous fait trop plaisir. Sur YouTube, ça monte petit à petit. Continuez à liker, à mettre des commentaires, c'est ça qui permet de remonter petit à petit. On en est déjà à l'épisode 25. Merci, vous nous permettez de tenir. Merci à ceux qui prennent des abonnements sur la chaîne pour nous soutenir financièrement. Là, il y en a eu des nouveaux. Là, il y en a plein qui sont arrivés. Il y a Julide, Wian, Sofiane Chia, Belita Youssef, Ahmed Elbaz. Alors, il y a Dominique Varvar, je crois que je l'avais cité ou pas, je sais plus. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est bon. Merci 1000 fois pour le soutien. Il y en a qui nous ont demandé d'ouvrir un Tipeee, parce qu'il y en a qui veulent pas passer par YouTube pour donner de l'argent, par Google. Donc vas-y, on va mettre en place ce truc-là. Et franchement, nous, plus vous nous donnez de l'amour et plus vous nous donnez des moyens de pouvoir continuer, plus on va tabasser les épisodes. Là, vous avez vu, on a fait 2 la semaine dernière déjà. Et pas 2, genre on en a tourné 2 pour les étaler sur 2 semaines. Non, on vous a sorti 2 épisodes en 1 semaine. Si vous voulez qu'on continue comme ça, on le fera. Soutenez aussi en prenant nos livres. On en a 2. Fake News, évite de tomber dans le piège. Et Science Flix, le livre qui analyse l'essence humaine à travers les séries télé qu'on kiffe. Si vous avez l'impression que j'ai une diction particulière ou que je fais des trucs chelous avec ma bouche, c'est juste que en fait j'ai des gouttières, voilà. Tu l'as pas senti? C'est de la team Gouttière? Ouais, team Gouttière. Non, c'est tant mieux. Non, je vous dis ça parce qu'en fait, en gros, là, c'est le docteur Chouker, Jamil Chouker que j'embrasse. Qui m'a mis ses gouttières. Alors en fait, lui, ce que je kiffe, c'est qu'il a un vrai accompagnement déjà pour voir si t'as une parodontite ou pas, parce qu'apparemment il y a 1 personne sur 2 qui sont touchés par ça. C'est en gros une infection des gencives qui fait qu'à terme t'as des déchaussements dedans, tu vois. Et donc là déjà il y a des traitements à faire avant de, tu sais, quand t'arrives chez un médecin, surtout avec la mode en ce moment des influenceurs et des rappeurs, tu vas avoir le Hollywood smile, les dents, machin. Donc c'est un dentiste. Oui, c'est un dentiste. Mais lui, quand il y a des gens qui viennent, il va d'abord regarder l'état de tes gencives pour voir si elles vont bien. Et il va t'apprendre à te brosser les dents, pas à faire comme ça comme on a l'habitude de faire. Moi je saignais souvent des gencives. Il t'apprend les bons gestes, etc., de façon à bien enlever et surtout à pas abîmer tes gencives, donc de frotter dans le sens de la gencive. Si ta gencive est en haut, tu frottes comme ça, de haut en bas et inversement de bas en haut. Après il te soigne la parodontite, donc tu vois il va prendre tous ces petits appareils, etc., pour te désinfecter bien en profondeur, pour nettoyer et tout. Et une fois que tu as soigné ce truc là, moi j'avais en plus une dent qui était éclatée et tout, donc il a nettoyé, machin. Et là ensuite j'avais un petit réalignement à faire. Et là on a les gouttières Invisalign, donc en gros c'est des gouttières en plastique, vous avez vu, c'est quasi invisible. On les cale sur ta bouche et puis toutes les semaines tu les changes. Et de fil en aiguille, en fait, tes dents, elles vont prendre la forme finale. C'est de l'orthodontie soft, en fait. Ouais, c'est ça. Cool, hein.
Et ce que je savais pas, moi, c'est que les dents, tu sais, elles ont des mémoires de forme. C'est-à-dire que même ceux qui ont eu des appareils dentaires pendant longtemps, quand ils les enlèvent, après, c'est mort parce que les dents, elles peuvent reprendre la même forme. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir après un fil de contention et tout, machin. Et bref, en tout cas, c'est pour ça que donc, je vous invite. De toute façon, je vous mettrai son contact, Dr Shakir, Dr Chouker, pardon, Jamil Chouker. Et je vais vous mettre son blaze. Et surtout, il est en région parisienne pour ceux qui sont en région parisienne et en Belgique pour ceux qui sont en Belgique. Voilà. Nous, avec Gaël, on est allé en Belgique aussi. Là-bas, le cabinet est chambé et tout. Donc voilà, on vous fera part de l'avancée de nos dents. Il est contre les brosses à dents électriques ? Non, il nous en a filé en plus. Voilà, je me demandais. Parce que comme il fallait faire attention. Non, par contre, c'est toute une question de sens, de sens de brossage, etc. De savoir brosser la langue. Nous, on a tout un process. On a beaucoup de petites brossettes qu'on se met entre les dents, de fils, etc. Enfin, tu vois, on a tout un procédé, mais au moins, on sait que nos dents, là, elles sont nickel. Et le plus important, c'est les brossettes. Plus que le fil, c'est les brossettes que tu passes entre tes dents et tout. Voilà, comme ça, au moins, vous savez. Mais on vous tiendra informé de l'évolution. Moi, là, ça fait 2 semaines que j'ai les gouttières. J'en ai pour 6 mois. On va voir ce que ça donne. Et je vous dirai si ça marche bien ou pas. Mais je joue avec ça au théâtre et tout. Et pour les Molières aussi, je les avais et tout. Mais ça passe crème. On commence d'abord par les petites réactions. Allez, les petites réactions. Il y a Jeanne Wars qui dit « Merci pour vos émissions qui nous rendent à chaque fois moins ignorants que la veille, contrairement à d'autres. » C'est trop gentil, ça. Merci 1000 fois. Il y a Natsmex qui dit « Bien le bonjour, les amis. Il me semblait que la première université était celle du Maroc. Karaouioun à Fès est effectivement créée par une femme et non celle du Caire. » Oui. Après, je n'ai pas aussi bonne culture que Dr Hamza. Sinon, non, bravo encore et toujours pour vos réflexions, vos sujets et vos analyses. Ouais, déjà, je peux me tromper. Hein. Ça c'est vrai. Non, mais oui, il paraît qu'en fait, il y a surtout un débat. Mais alors, déjà, je me souviens plus ce que j'ai dit exactement. Est-ce que j'ai dit que c'était la première ou c'est la plus ancienne pour l'Azhar ? Parce que l'Azhar au Caire. La plus ancienne, je crois que tu avais dit. Parce que l'Azhar au Caire, elle est toujours en activité dans l'ensemble des sciences. Et il me semble que Karaouine à Fès, même s'il y a une université à Fès maintenant, une université moderne, qui n'est pas la suite. Voilà, qui n'est pas la suite de Karaouine. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, parce que ça se bagarre chez les historiens aussi. Beaucoup d'historiens occidentaux sont pas super chauds quand on leur raconte ça, mais vraiment pas par rapport à ça. Mais oui, en tout cas, parce que certains disent que Fatima al-Fahriya, on n'arrive pas à savoir si elle existait ou pas. Moi, je pense qu'elle existait parce que on retrouve quand même des lettres qui ont été faites, qui étaient en contact aussi avec une autre personne en Tunisie, qui a donné, c'est pour ça que le nom est très proche, l'université de Kérouan, Karaouine, c'est à peu près, et celle de l'Égypte, même si c'était pris en charge par les Fatimides, il semble aussi que c'est une femme qui en soit à l'origine également. Donc voilà, mais c'est, en tout cas, on constate que les trois sont apparus, justement, au même moment. Enfin, je veux dire, au même siècle. Sur un siècle de... Il y a Wakas Jenan qui dit « Pour information, les versets du Coran cités dans les affiches... » Quelles affiches ? Oui, tu sais, sur la ville où il y avait des... Ah oui. N'ont pas été cités en totalité, donc aucun contexte ni exactitude dans le sens, force à vous. Ah bah oui, dans la ville de... C'est quoi, Béziers ? Non, je sais plus. Oui, ça aurait pu être Béziers. Ça aurait pu être Béziers. Mais non, je sais plus. Ouais, mais même le maire avait porté plainte. Ouais, non, bah oui, du coup, c'est pas Béziers. C'est pas Béziers. Il y a Bichou qui dit « Waouh, ultra intéressant, merci encore et encore pour ce bête de travail de toute l'équipe, plein de force à vous, merci beaucoup. Ça fait plaisir. » Westside qui dit... quelque chose me fait dire que l'équivalent de la blague de Meurice sur Poutine ou n'importe quel dirigeant africain serait passé crème. C'est possible. C'est fort probable, hein, on va pas se mentir. Natsmex qui dit bien le bonjour les amis, il me semblait que... Ah non merde, 2 fois. HBBH qui dit bien le bonjour les amis, tu imagines et tout, il y en a plein qui partent comme ça. Non, il dit, petite question, la première université du monde, c'était pas la Karaouine, fondée au 9e siècle par une femme, Fatima Fihriya a fait ça. Al-Azhar, c'est un imam ou un sultan sous le règne fatimide au 10e siècle. Mais il me semble qu'une femme aussi soit à l'origine. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de docs, c'est le problème. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Harissa Blanche qui dit là je respecte à 2000% Dr H quand il a parlé de Paris-Saclay avec un peu d'hésitation mais c'est très exact, il maîtrise vraiment ses sujets, bravo. C'est gentil. Ah bah ça fait plaisir. Soso qui dit quel bonheur d'enfant de pouvoir écouter des personnes saines d'esprit commenter notre société en perdition, bravo pour votre travail. Merci. Ouais, merci beaucoup. Voilà, merci. J'allais redire un message. Ils sont adorables. Non, ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils. Les Molières, bon, comme on peut constater, elle est pas là, hein, je crois.
C'est pas derrière. C'est Francis Huster qui l'a pris. C'est Francis Huster qui l'a pris. Il a fait ouais. Les Molières, merci pour ceux qui ont regardé les Molières pour voir si j'allais ou pas repartir avec la statuette que je vous avais promis de mettre là. Malheureusement, ce sera pour une autre fois, mais je ne démords pas. C'était trop cool de vivre cette expérience en tout cas. On a pu en remettre aussi. Merci à Caroline de m'avoir laissé l'occasion avec Jean-Louis Garçon de remettre des Molières. Vous étiez trop stylé. Franchement, c'est gentil. Non, franchement, ça faisait plaisir. Mais parce que ça faisait doublement plaisir. En vrai, au moins, on a saisi un truc historique, franchement, parce que c'est la vérité. C'est bizarre, ils sont pas nombreux. Ouais. Ah oui, on n'est pas nombreux, ça c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug? Je te jure, je te confirme. Ah ouais, franchement, ça pique. Ouais. Oh là. J'étais déçu, moi, pas pour ma petite personne, évidemment, pour la pièce. La pièce qui aurait mérité d'avoir vraiment d'autres nominations qu'on n'a pas eu, je trouve ça scandaleux. Juste nomination en plus. Ouais, juste nomination, je trouve ça scandaleux. Enfin bref, le problème c'est qu'Alexis Michalik, c'est quelqu'un dans le métier, comme c'est les gens des cartes Molières qui votent. Donc c'est des artistes, des metteurs en scène, etc. Il y en a qui l'aiment autant qu'ils le détestent. Quelqu'un qui gagne tout le temps, quelqu'un qui est tout le temps nommé, ça fait chier, voilà. Moi, pour info, j'ai obtenu ma validation pour avoir la carte Molière, parce que je peux prétendre, comme j'ai été dans un spectacle qui a été nommé. Comme j'ai été nommé. Donc je vais la recevoir bientôt. Donc voilà, petit à petit, on rentre dans le système. Même tes collègues? Mes collègues, il y en a qui l'ont, ouais. Ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir, là, du coup. Il y a la moitié qui l'ont depuis, et les autres qui peuvent demander. Ah, c'est top. Et il faut qu'on le fasse. Ouais, c'est ça. En fait, et c'est super important. Et je vais même le dire à tous les stand-uppers qui en ont marre de voir des Sophia Aram gagner des prix One Woman Show et tout, alors que la go, elle remplit pas ses salles et que c'est éclaté ce qu'elle fait. On va dire les termes. Son discours, là. C'est de l'humour? Non, mais son discours, là, frère, qu'elle a fait. Oh là là. Non. Nul à chier, non mais vraiment nul à chier. Voilà, je valide pas Sophia Aram. De toute façon, c'est simple. Si tu vois que Arthur partage quelqu'un, en général, c'est que moi je valide pas. Mais là, clairement, c'est du grand n'importe quoi. Ils la font passer pour quelqu'un qui a dit les termes, genre parce que voilà, elle a pris une position en disant que les artistes sur le 7 octobre avaient fermé leur bouche, etc. Alors déjà, c'est faux. Et puis surtout, ouais, ok, t'as raison, il y a eu un silence assourdissant sur le 7 octobre. Quid maintenant, on en fait quoi de ça, comme on en est à plus de 20 000 gamins qui sont décédés? Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles là de venir 6 mois après et dire le silence assourdissant? Oui, mais cousine, en fait là on s'en fout. Le sujet c'est les gens qui crèvent maintenant. C'est peut-être ça en fait le plus important. Et c'est un truc de ouf en fait. On l'a applaudi comme si c'était genre une prêtresse, qu'elle avait dit les termes, une héroïne, alors que c'est même pas ça le sujet. Ouais, grave. T'es en train d'enfoncer des portes qui étaient ouvertes depuis dans les médias partout. Tout le monde avait déjà enfoncé cette porte. Donc tu crois quoi? Tu crois qu'on va t'applaudir? Bon, moi j'ai cru qu'il y avait la caméra sur moi. J'étais obligé d'applaudir, mais. J'en ai vraiment fait 3-4, tu vois, genre histoire de pas comme les autres là, il y en a deux qui sont levés. Vous le faites encore dans les exercices de théâtre? J'avais fait ça, c'était en droit. Le clown et l'Auguste, la figure du clown de l'Auguste. Tu sais où en fait il y a un clown qui fait comme s'il faisait le traducteur du roi. En fait, en gros, le roi il parle français normalement, et l'Auguste, donc c'est l'Auguste, et le clown, il va détourner tout ce qu'il raconte. D'accord. Et en fait, c'est des figures. J'avais jamais fait ça. Mais elle arrive même pas au stade du bouffon simple en fait, Sophia Aram. C'est quand même très très gênant. Elle est dans un complexe, j'ai l'impression. Elle détourne pas. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, son métier, c'est son stand-up, ça doit être un stand-up de communiqué en fait. Elle fait des communiqués de presse. Oui, gouvernementaux. Parce qu'il n'y a même pas de vanne. En fait, c'est bien, en fait, c'est très bien. Quand elle fait des billets là, sur France Inter, il n'y a même pas de vanne, elle dit des trucs. Pour moi, c'est des communiqués. Ouais, c'est des communiqués. Fait des communiqués, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais c'est nul. Alors, il faut que je raconte un truc vite fait aussi par rapport aux Molières. J'ai fait 2-3 petits allers-retours la journée parce que t'as vu, il fallait aller chercher la tenue, la chemise qui était là-bas en train de se faire tailler, machin, et je prends un taxi et le chauffeur de taxi que je prends, il est asiatique. Et il me dit, vous allez où? Je dis, je vais dans le 13e. Et il me dit, dans le 13e, vous allez prendre des cours de kung-fu? Vous allez faire du karaté? En plus, j'avais un léger accent asiate. Donc moi j'étais gêné, tu vois, cousin. Et puis il m'a fait que des vannes sur les Asiates. Genre à un moment il dit ah ouais, laisse tomber, hein, quand t'arrives là-bas et tout, tu commences à plisser des yeux. Déjà que nous on voit en 16/9e. Et je me suis dit mais pourquoi il force le cousin? Je veux pas rire de ça avec Watt.
sais pas, il voulait prouver, tu vois, genre que. Mais ouais. Mais bref, on a bien discuté en tout cas, une fois que les vannes racistes étaient passées. Et à un moment, il me dit un truc sur les JO. Je lui dis, mais normalement, là, pour les JO, vous allez pouvoir circuler sur le périph', il y aura des voies. Alors, truc con, hein, c'est juste qu'il y aura une voie tout à gauche pour les gens pour les taxis et pour les gens qui auront le macaron JO, les voitures officielles. Et ben sur le périph' pendant tous les JO, cette voie-là, on pourra pas y aller. Ce sera que les gens qui. Tout à gauche, celle qui est. Tout à gauche, celle rapide. La rapide, ah ouais. Ouais. Et on pourra pas y aller. Et celle de droite, et celle de tout à droite, c'est celle où on doit aller doucement. Enfin, ouais. Ok. Et celle tout à gauche, on pourra y aller. On pourra pas y aller, mais tu pourras y aller uniquement si tu fais du covoiturage. Tu sais, comme aux États-Unis, là, les carpool lanes, où en gros, dès que tu fais du covoiturage, tu peux prendre la file de gauche. Et ben là, tu pourras y aller pour le covoiturage. Mais le covoiturage, c'est à partir de 3 minimum. Ah bon, 2, c'est pas du covoiturage? Non. Et alors là, tu vas me dire, et comment ils vont savoir? C'est grâce à des caméras? Et non. Ah ouais, enfin, si, mais pas les caméras vues. Non. Caméras thermiques. Donc en gros, ils vont voir s'il y a 3 halos rouges dans la voiture ou 2. Ah. Donc tu peux pas mettre de mannequin. Tu vois derrière un épouvantail. Tu mets 3 sandwichs. Ou tu mets une couscoussière bien chaude. Tu mets de la bouffe en c'est une dinguerie, caméra thermique pour savoir si vous êtes bien 3 dans la voiture. N'importe quoi. Bah, franchement, c'est n'importe quoi. Mais je me suis dit qu'il fallait que je le raconte. Oh. Ça m'a fait gaulerie. Allez, petite news HMD là, pour partir de ce grand n'importe quoi qui se profile avec les JO. Là, c'est une petite fille qui était sourde, qui était atteinte d'une neuropathie auditive. Elle s'appelle Opal et elle est âgée de 18 mois. Elle est trop mimi. On vous mettra sa photo si c'est vraiment la bonne photo, Mourad. Hein, vraiment, parce que pas comme la dernière fois où il nous a sorti une photo avec de l'IA. Et donc, elle est âgée de 18 mois et grâce à une thérapie génique révolutionnaire, elle est capable de réagir au son de ses parents et de prononcer le mot papa grâce à un traitement spectaculaire. Et voilà. Tu sais c'est quoi la thérapie génique? Ouais. Même le blague. C'est vrai, c'est pas un piège, hein, c'est parce que je me demande. C'est ouf quand même. Bah franchement, ouais, c'est très ouf. Mais t'imagines, ça me rappelle les. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est beau. Attends, alors une thérapie génique approuvée par l'Agence européenne du médicament. Il s'agit du premier médicament utilisé une nouvelle technique. C'est une thérapie de médicamenteuse en fait. Quel est le principe de la thérapie génique? Les vecteurs viraux intégratifs, évidemment, insèrent leur ADN qui contient le gène thérapeutique dans le génome de l'hôte. En conséquence, le gène thérapeutique est transmis aux cellules filles en cas de division cellulaire. C'est le cas des vecteurs lentiviraux, exactement. Comme on sait tous. Dérivés de virus humains comme le VIH, mais rendus inoffensifs. En gros, c'est un délire comme ça. C'est un truc génétique. Trop bien. Franchement, je suis trop content. Ouais, franchement, ouais. On va passer sur du moins content maintenant. C'est le mezzé, les petites news à picorer. En général, c'est toujours chiant. Hein. Quand chiant dans le sens où quand tu lis des trucs, tu fais ah. Et là, on a le droit de commenter. Contrairement aux no comment, il y a une manif de ouf à Paris là, le 9 mai. C'est la manifestation du comité C9M, le comité du 9 mai. Une manifestation de militants néofascistes et néo-nazis français qui a été autorisée par la justice. Et c'est comme ça depuis en vrai 30 ans, me disait mon pote Tariq. Les 9 mai, ils ont le droit de défiler. Alors, la manif est flippante. Hein. Il y a une nana d'ailleurs qui s'est filmée et tout. Elle était en train de les interpeller. J'ai vu que des vidéos de nana. Hein. Vraiment, pour le coup, grand respect. Hein, qui se permettent de dire mais pourquoi vous faites ça? C'est pas la France. Vous avez pas honte et tout. En gros, c'est des néo-fascistes et des néo-nazis français. C'est-à-dire qui défilent. Le comité du 9 mai, je crois que c'est parce que le 9 mai, ils ont un de leurs fachos qui est décédé, je sais pas quoi. Bref. Et j'ai regardé un truc de Brut qui expliquait ça. Bref, les gars sont là, habillés en noir, avec une espèce de croix celtique, tu sais, blanche, utilisée par des nazis. D'accord. Le visage caché, machin, et ils chantent leur chant. C'est le GUD qui est aussi à l'origine du truc. Le GUD qui a été supprimé, mais là, qui a été réactivé, évidemment. Et en fait, c'est ouf parce que ils ont le droit de manifester. Ça veut dire qu'en France, on devient comme les États-Unis, tu sais, être raciste, être néo-nazi, c'est une opinion. C'est pas un délit. Alors que en Belgique, l'extrême droite n'est pas une opinion et là-bas, l'extrême droite n'a pas le droit de parler à la télé. Je sais pas si tu le savais. Non, l'extrême droite n'a pas le droit de parler à la télévision. C'est stylé. C'est assez stylé parce qu'ils estiment que c'est pas une opinion.
En fait, c'est de ce point de vue-là, oui. Je suis belge là-dessus, hein, parce que vraiment, pour le coup, je comprends qu'il y ait des manifestations, surtout il y a pas si longtemps que ça, pro-palestiniennes, qui étaient systématiquement interdites, ou même des comment ça s'appelle, des conférences. On le voit avec Rima Hassan, Sciences Po, etc. Trouble à l'ordre, machin, mais que là, même si ça fait des années, et je précise, ça fait des années qu'ils font ces manifestations-là, mais c'est vrai que ça prend tout son sens en ce moment où on se dit, putain, mais en fait, ils sont malades. Et j'imagine qu'ils n'ont... J'imagine qu'il n'y en a aucun qui était éborgné. Non, là, ils sont protégés comme jamais, là, t'inquiète pas. Sauf qu'on peut-être qu'on ne peut pas distinguer, bref. Mais ouais, c'est... Oui, parce que pour les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Et j'aime bien quand on n'arrêtait pas de sortir que, parce que les gilets jaunes faisaient casser, etc., ce qui n'était pas vrai. Hein. C'était pas vrai du tout. Hein. Mais ouais, non, là, c'est... Il y a quelqu'un qui a dit un truc dans les commentaires comme toi. Ah, tu vois. En vanne, Isma qui dit « Pourquoi aucune arrestation pour tous ces visages masqués, là ?» Ah, c'est vrai, ils vont pas arrêter leurs collègues. Ario Daki qui dit MDR, au lieu de faire un barbecue en famille comme tout le monde, je te jure, faites un barbecue entre vous. Faites vos vannes les plus racistes entre vous. Ouais, tranquille, faites ça à la maison. Tranquillement, entre faf, ça ira bien. Et il y a Firebars qui dit ces gens n'aiment pas la France. Oui, ça par contre c'est vrai. Mais c'est ouf. Déjà, ça en dit long un peu sur la teneur politique et sociétale de notre pays. On passe à la deuxième news à picorer. Le devoir de visite. Macron a donné une interview au magazine Elle. Ça commence mal. Déjà, ça commence mal. Où il a encore improvisé une idée. Le devoir de visite du père auprès de ses enfants quand il est divorcé de la mère. Donc, en gros, la justice ne lui a pas accordé le droit de visite, probablement pour de bonnes raisons. Voilà. Et il faudrait qu'ils doivent quand même pouvoir visiter ses enfants, quoi qu'il... Sauf que tu peux pas forcer, en fait, s'il y a des raisons parfois, s'il n'y a pas eu de droit de visite. Et puis pourquoi il parle d'un truc qu'il sait pas ce que c'est, en fait? Je veux dire, je sais pas, en fait. T'as jamais eu de gamin, à la limite, le gars dit, au moins en tant que père, je pense que tous les pères devraient avoir... Mais tu ne sais pas de quoi on parle, en fait. Donc laisse les gens tranquilles, en fait. Laisse les pères être des pères, des mauvais pères ou des bons pères, ça c'est leur problème. Et toi, continue de... Je sais pas, mais continue, en fait... Oh là là. Je sais pas d'où lui vient cette idée. Franchement, je sais pas si c'est Brigitte qui lui a soufflé une idée, qui lui avait dit ouais. Ouais, mais à quel âge? Quand t'as un daron, c'est relou. Mais pourquoi tu dis ça, Brigitte? Non, mais. Non, je disais parce que je parlais des potes. Il disait voilà, c'est relou. T'es sûr, hein? Ouais, non, mais t'imagines, c'est relou quand t'as un daron. Je sais pas. Non, mais... Oh, purée de pommes de terre. C'est une blague. Elle a été validée par la direction. La direction de Secker a validé. Il y a Stéphanie Lamy qui dit une idée hyper dangereuse. Obliger des pères défaillants, voire violents, d'être en contact avec des enfants est une mise en danger de l'enfant. Non, mais c'est... Je sais pas, en fait, comme ils précisent pas le contexte quand ils disent ça. Parce que si c'est des envolées, en fait, il dit. Ouais, voilà, tu sais, il précise pas dans quel cas. Est-ce que c'est parce que quand le père a le droit, mais que la maman ne veut pas, et que le père veut voir ses enfants, il précise pas. Donc en fait, il dit juste, il faut qu'il ait le droit de voir le truc. Non, mais c'est vraiment pas de quoi il parle. C'est au cas par cas. S'il y a des juges, c'est pour ça, en fait. Qu'est-ce que tu viens ramener? Bien sûr que des fois, les juges prennent des décisions qui peuvent sembler étranges, parce qu'on sait, les juges des affaires familiales, c'est pas si facile que ça. Ouais. Ce qu'on appelle les JAF dans le jargon, où en fait, moi personnellement, je me dirais même que il y a un travail qui devrait être fait dans ce domaine-là, pour moi, qui devrait... Après, c'est... Voilà, il donne des idées, vas-y, je vais en donner aussi, parce que apparemment c'est le festival. Ouais. Mais c'est qu'à la limite, moi je pense que ça serait intéressant de faire un travail avec les JAF, parce que c'est eux donc c'est les juges aux affaires familiales qui prennent ce type de décision. Je pense que le problème important dans ce niveau-là, c'est le fait que ce soit qu'un magistrat qui prenne une décision. Or, ce n'est pas seulement des questions de droit. Il y a la question du droit, évidemment. Donc, tu vois l'intérêt de ce qu'on appelle l'ordre public. Donc, l'ordre public, c'est l'intérêt de la moralité, de la tranquillité, de la salubrité. Il y a tout les principes fondamentaux du droit public et du droit privé. Mais là, l'idée, c'est que je pense qu'il faudrait que ce soit comme dans les prud'hommes, tu sais, où il y a des représentants des syndicats, etc., et des inspecteurs du travail qui prennent les décisions avec des magistrats. Quand il s'agit de prendre des décisions dans les prud'hommes, faudrait faire la même chose. Faudrait mettre des psys
avec peut-être même même un éducateur, etc., avec un magistrat. Comme ça, en fait, on a un peu plus confiance, ça sera beaucoup plus nuancé dans ce type de décision. Je me dis, parce que je sais que des fois, je veux dire, je me mets juste 2 secondes à la place d'un juge. En plus, des fois, t'as des très jeunes juges qui commencent au JAF. Tu sais, ils sont là... c'est compliqué, oui. Tu vois que les gars, ils sont des profileurs. Attends, est-ce que ce mari est réellement violent ? Parce que des fois, tu peux pas le voir parce que c'est que le début, etc. Et de l'autre côté, tu crois qu'il est violent alors qu'il est complètement bouleversé par ce qui est en train de se passer. Ouais. Et inversement, tu vois une femme, tu penses qu'elle est dépassée ou tu penses qu'elle est nerveuse, tu sais pas. Franchement, c'est pas facile, hein. Ouais. En vrai, je veux dire, c'est pas du tout facile. T'es là, comment j'évalue ça ? Donc, je sais que beaucoup dans le monde du droit aiment bien penser un peu le juge un peu entre guillemets un peu omnipotent par rapport au droit. C'est que moi, je suis là pour faire valoir le droit, donc vas-y, pas de souci. Mais là, c'est pas une affaire de droit dans l'absolu. Enfin, c'est un truc relationnel. Ouais, tu dois estimer au cas par cas. Tu dois estimer si l'enfant, machin, etc. Ils ont une formation, je sais, les juristes, mais quand même, hein, c'est pas non plus des psys. Hein, c'est pas et parfois ils n'ont pas la même expérience que les avocats eux-mêmes. Parce que moi, je pense même qu'il faudrait des avocats. Parce que des avocats qui ne sont pas dans l'affaire, mais des avocats qui disent non, je vois un peu ce profil-là. Tu vois, moi je pense que ça doit se concerter. Parce qu'ils ils ont une connaissance au fil des années c'est empirique, quoi. C'est super, et c'est super intéressant, surtout ceux en plus qui ont du métier, tu vois, comme ça au moins tu mets tu fais même une condition d'avocats qui ont beaucoup d'expérience, comme ça, avec un magistrat ou une magistrate qui en a un peu moins, et tu mets pareil, j'insiste, un psy ou un psy, je suis d'accord, et tu régules, et en fait on gagnera. Après, je sais très bien, il y a où le problème. Coûte cher. Voilà, tu connais. Tu vois, on en revient vraiment. Sophia Aram, on en a parlé, hein, parce que voilà. Donc, mais je vais juste lire les messages qu'on lui a répondu sur les réseaux. Émeric Caron lui a répondu, par exemple, par rapport à son intervention et au Mélière et dans C'est à vous, où elle ne prend pas la défense de son collègue Guillaume Meurice, tu sais, sur sa blague. Elle a dit c'est une blague pourrie et maintenant à France Inter on est tous associés à sa blague pourrie. Il y a Émeric Caron qui lui dit l'insulte et la calomnie ne compensent pas le manque de talent et d'intelligence, mais c'est vrai que le principe de vos interventions radiophoniques se résume à des injures proférées contre vos cibles, les mêmes que celles du printemps républicain, avec un petit sourire satisfait. Caron en ce moment il est chaud. Oh là là. Caron il est chaud. Et bon, après j'avoue elle a quand même une certaine expertise en blague pourrie. Ça, par contre, elle s'y connaît. Si elle dit que c'est une blague pourrie, c'est que... Voilà, je pense qu'on peut y réfléchir 2 fois. On peut se dire, OK, peut-être qu'elle a raison. Dit. Ouais, non, c'est Sophia l'a dit. Asdin Ahmed Chaouch a répondu aussi. Il dit « Silence assourdissant, on est d'accord sur l'expression, Sophia Aram. Des dizaines de milliers de morts en un temps extrêmement court, dont une grande partie d'enfants. Effectivement, on devra en parler matin, midi et soir. Aïe, aïe, aïe. Asdin Ahmed Chaouch aussi, allez hop. Balayette. Et il y a Sam Degou qui dit Bernard Pivot est parti avant d'expliquer à Sophia Aram la différence entre un prétendu silence mondain, assourdissant, inoffensif et des bombardements assourdissants, meurtriers. Au moment où elle la faisait sur scène, le génocide se poursuivait à Rafah. Ridicule. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais moins bien. Bravo. De toute façon, honnêtement, alors là, il y a vraiment jamais c'est rarement plus aussi répugnant qu'un ou une humoriste qui défend les puissants. En fait, Gaspard Proust, son spectacle là, sur Amazon Prime, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. C'est au sein qu'on parce que c'est pas l'essence du... Les gens ils pensent je sais qu'il y a des gens qui disent oui, l'humour de droite c'est plus drôle. Bah non, en fait, parce que c'est pas de l'humour. En fait, c'est parce que c'est soit de la moquerie, dans le sens, tu sais, en fait, dans le sens facile, parce que la moquerie c'est très facile. C'est de la preuve, on commence dès la maternelle. Ouais. Donc, tu vois, la moquerie, c'est facile. Ou en fait, des vannes qui ne sont pas des vannes, en fait, parce que ça, en quelque sorte, tu ne remets pas en question les réalités du système. Voilà, c'est ça le truc. Généralement, c'est révéler l'absurde. Voilà, tu révèles l'absurde. Et quand tu révèles l'absurde, après, il y a les plus forts, les plus énormes parmi les humoristes, hommes ou femmes, vont être celles ou ceux qui vont réussir à détourner l'absurde de quasiment tout. Même de leur propre camp. Tu vois, ça c'est là qu'on reconnaît les sommets. Mais la vérité c'est ça, c'est que tangiblement l'humour bien travaillé, etc. dans l'histoire, c'est que tu dois pouvoir mettre en lumière l'absurde. Sinon le reste, après si c'est pour faire rire, pour amuser, là c'est autre chose. Hein. Ça va être un peu un clown, mais. Ouais. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire que et on avait le même discours sur les satiristes. Ouais. À partir du moment où tu as des satires qui vont dans le sens de
d'une majeure partie du gouvernement ou du pouvoir en place et d'une majeure partie des gens qui trustent les médias, bon, bah, il n'y a plus de satire, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Un clin d'œil à Charlie Hebdo, parce qu'on se rendait compte que sur la plupart de leurs dernières interventions, ils allaient dans le sens de l'État, de la majorité des journalistes ou des médias, etc. Donc, tu as envie de dire, bah, la satire, elle est où, en fait? Vous n'êtes pas à contre-courant, loin de là. Vous marchez juste sur les plates-bandes. Des communiqués, en fait, c'est ça. Ils font juste des communiqués. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes juste en train d'appuyer encore plus le pouvoir en place. Bah, super, hein, la satire. Très rapidement, Pascal Praud, il a dans l'heure des pros sur CNews. Faudrait que vous réussissiez à retrouver cette émission, mais vous savez qu'Hamza et moi, on avait fait l'heure des pros il y a très longtemps, avant que ce soit encore... Et déjà là, c'était du n'importe quoi. Mais j'aimerais bien revoir les images maintenant, parce qu'on se pensait pas que ça allait devenir ce phénomène-là. C'était en 2019 pour la sortie de Fake News, le livre. Si vous arrivez à retrouver les images, franchement, vous êtes chaud. Et donc Pascal Praud, il accuse les manifestants d'antisémites pour avoir scandé Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Et un des participants à l'émission, Dominique Jamais, a tenté de dire toute personne censée normale ne peut que souhaiter que ça s'arrête à Gaza. Et là, Pascal Praud l'a coupé, lui a dit mais c'est pas le sujet. Le sujet, on parle d'antisémitisme. Vos propos ont une sorte d'ambiguïté et je peux pas vous laisser dire ça, mais c'est pas le sujet. Voilà. Ouais, c'est Pascal Praud, quoi. C'est l'heure de trop. C'est toujours ça, hein. C'est exactement c'est l'heure de trop. Comme l'émission. Et honnêtement, Malik Bentala avait tout compris. Ouais, Malik Bentala, vraiment, il a parodié l'émission. Il l'a pas parodié, il l'a refait. Il a fait un remake. C'est un documentaire qu'il a fait. C'est un documentaire en prise de vue réelle. Ouais, c'est ça. Il a fait une reconstitution. Ouais, reconstitution. C'est comme dans un docu-fiction. Pour lui dire, c'est une vraie reconstitution. Ah oui, la reconstitution de Malik Bentala. Moi, je l'ai revu des dizaines de fois, hein, pour être bien sûr de chaque crime. C'est impressionnant. Tout le monde a été parfait. C'est Malik Bentala, t'es un roi. Ah là-dessus, franchement, bravo, Frangin, t'as assuré. L'Arcom, va falloir Arcom, voilà, il va falloir vraiment un jour qu'on discute de visu et qu'on comprenne ce que vous faites dans la vie. C'est quoi le planning de quelqu'un de l'Arcom, la mission. Apparemment, en tout cas, c'est pas de regarder la télé. c'est ça. C'est de regarder la télé. Ah non, j'ai pas la télé chez moi. Jamais. J'aime pas la télé. Moi, je lis, je vais au théâtre. Parce qu'il fallait voir la télé en plus. Ah non. Ah, mais j'étais pas au courant. Ah ouais, on a hâte de rencontrer des gens de l'Arcom pour savoir il faut quoi de leur journée. T'es payé pour faire des réunions, c'est tout. Ah ouais, non, on fait des réunions et on essaie de trouver des stagiaires qui regardent la télé. On m'a dit de venir, on m'a pas dit de venir avec la télé. Ah oui, non, la télé, je sais pas ce que c'est. Moi, clairement, voilà, en tout cas, si vous connaissez des gens à l'Arcom, envoyez-nous les contacts, contactez-moi en DM. Ou contactez-moi sur l'adresse mail contact@razi.fr. Dites-moi, j'aimerais qu'on puisse rentrer en contact parce que bientôt avec l'équipe, on va faire des épisodes, on va inviter des gens. On va les diffuser cet été. Et donc là, ce sera l'occasion de se confronter à des gens. Enfin, quand je dis se confronter, juste de discuter, d'échanger. Mais l'Arcom, vraiment, on a trop hâte de rencontrer, savoir combien ça gagne et tout. Parce que si, franchement, le but, c'est de juger la télé sans la regarder, moi, je suis chaud. Ah, moi aussi. Vraiment, vas-y, on peut faire ça en visio. On peut faire ça en visio. On peut faire ça en télétravail. Je fais ça en visio, ça m'arrange. Hein. Si c'est en full remote, ça m'arrange moi aussi. C'est comme si, je sais pas, comme si j'étais critique de théâtre et j'allais... Ah non, le théâtre, moi, je trêve Netflix. Théâtre, je regarde pas. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et enfin, pour finir, les médias avant d'attaquer nos comments. Alors là, c'est ouf. Il y a plusieurs Allemands qui ont interpellé le chancelier Olaf Scholz pour qu'il mette en place une loi plafonnant le prix de l'électricité. Non. Du fuel. Non. Des kebabs. Ils ont presque doublé dans le pays. Et ouais, c'est le pays qui a vu naître le kebab. Et les Allemands consomment 1,3 milliard de kebabs chaque année. C'est énorme, hein. Combien ? Contre 350 millions en France. 1,3 milliards de kebabs. Ah ouais, c'est énorme. Ça a été inventé par Mehmet Argun dans les années 50. C'est un immigré turc. Oui, la forme moderne. Qui avait créé le kebab en Allemagne. Pour c'est vieux, en fait. Hein. Oui, mais lui, il avait fait ça pour les ouvriers qui taffaient, pour qu'ils puissent manger un truc costaud et pas cher. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une vraie street food. C'est vraiment de... S'il y avait mon prof d'allemand là, qui nous regarde ou qui nous écoute, il serait tellement dégoûté de se dire, donc Kevin, en 9 ans d'allemand, il a retenu que le jour où on a créé les kebabs. J'ai retenu ça et une chanson de R&B en allemand. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais sinon, je veux même pas l'écouter. Non, mais on dirait l'Eurovision, clairement, quand je le fais. Mais, désolé pour les mais non, mais parce que l'allemand, j'arrive pas. Honnêtement, j'ai fait 9 ans, j'ai passé au bac, je suis nul à chier. Mais c'est chaud quand même quand ta population se plaint de plus pouvoir se payer un kebab. Oui, très bonne remarque de Mourad. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est comme une Marie-Antoinette un peu, tu vois. Enfin,
faussement approprié à Marie Antoinette. On va pas faire mais on va continuer sur Marie Antoinette parce que ça fait plaisir. C'est plus simple. Là. Et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai, parce que c'est la base en fait. C'est moi je maintiens que je me souviens tout le temps. Je me remémore tout le temps que au début du passage à l'euro, c'était 3,80 le truc le moins cher. C'était le merguez. Mais non, mais même kebab. Hein. Ah ouais, kebab, 3,80. Après, ça a switché. On prenait, ça switchait à 5 euros. Mais parce que 3,80, c'est 25 francs. Ouais. Si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui, t'imagines, aujourd'hui, quand tu vas à un kebab, là, surtout les kebabs de Paname ou les Berliner, là, machin, ils ont monté. Tu lâches un 12 balles, hein. Ouais. 12 balles, 12 euros. Ça s'appelle un couvert, normalement. Ah bah là, c'est clair. Et t'as envie tu veux du caviar dedans. Mais c'est vrai que en vrai, c'est un vrai sujet, hein. En réalité, la question de, on va dire la bouffe populaire, comme on dit, parce que c'est pour ceux qui travaillent, etc. Mais c'est vrai. Tu le vois, en fait, de toute façon, mais que ce soit en France ou même partout dans le monde. Aux États-Unis, hein, il y en a pas mal aussi, des fois, ils appellent shawarma ou des fois, ils appellent des gyros, sur des origines, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, gyros, c'est pour les Grecs, shawarma, c'est en arabe, et kebab, c'est pour les Turcs. Tu vois, c'est les variantes un petit peu mais c'est devenu une institution en fait de la street food. Ouais, c'est ça, c'est la street food. Mais la street food fondamentale, celle qui ne bouge pas. En fait, et clairement, quand t'es ouvrier, quand t'es prolétaire, etc., tu travailles, que t'es chauffeur de taxi, t'es flic même et tout, à chaque fois, c'est pratique, c'est chaud, c'est rapide, c'est vachement rapide, et puis des fois, dans sa forme aussi très traditionnelle, c'est même plus sain, hein, que la forme un peu plus un peu plus street. Mais vraiment, tu vois. T'as vu la phrase du journaliste Alfred Henry Lewis? Il a déclaré, c'était en 1906, il n'y a que 9 repas entre l'humanité et l'anarchie. Tiens. Intéressant cette phrase, hein. J'aime beaucoup. Bien. Voilà. Putain, il la connaissait pas la phrase. Wow. Vous connaissez pas une phrase. Ah mais non seulement je la connaissais pas, mais là je suis en train de réfléchir là. Ouais. On va bachoter là-dessus. Ouais, tout à fait. Je vais te laisser le temps de bachoter parce que tu vas pas pouvoir parler. On attaque le no comment. Le no comment, vous connaissez la règle. Je lis des news, on n'a pas le droit de les commenter et vous, devant votre ordi ou devant votre portable, vous pouvez mettre que des emojis ou des gifs et j'apprécie que vous respectiez cette règle. Je le vois chaque semaine, on les lâche les samedis, les no comment. On l'a exceptionnellement la semaine dernière, on a fait ça plus tôt parce qu'il y avait 2 épisodes, mais c'est vrai que franchement c'est le rendez-vous du samedi pour certains. Il y en a, ils adorent que le no comment, ils s'en foutent du reste, mais ils jouent le jeu, putain, ça fait trop plaisir, même sur TikTok. Ils arrivent à se retenir. Ah oui, c'est pas facile. Parce que sur TikTok, c'est pas facile. Un peu des fous, hein. Allez, c'est parti, on commence. Ouais. J'ai fait un truc à la Zemmour. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh non. C'est parti. Le choléra est en progression sur la planète, notamment à Mayotte, où une fille de 3 ans est décédée. CNN a dévoilé un centre pénitentiaire dans lequel Israël torture et assassine des prisonniers palestiniens. Des affiches de campagne de Marion Maréchal Le Pen ont été vues avec écrit « Donnons un avenir aux enfants blancs ». Eh ben, on va partir sur le thème du jour, mais j'ai trop de questions. Mais c'est vrai, parce que oui, c'est la question de... Morad nous montre le truc. C'est vrai, c'est pas du fake. C'est pas possible. C'est peut-être pas elle qui a demandé ça, elle est pas con à ce point-là, quand même. Oh. Non, mais c'est chaud. Non, moi, je veux le papier, je veux... Alors, d'accord. Bon. Écoute, ma foi. On a juré, on allait rien dire. Hein. Ouais, on dit rien. Et on attaque le thème principal. Alors, le thème principal, c'est quoi? Là, on ressort d'une semaine de pont. Ah, les Français, on adore ça, là. Ouais, pont. Tu sais quoi? J'ai eu une discussion avec un taxi la dernière fois dans la voiture. Oh là là, il m'a tué. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, mais là, c'est génial. C'était avec le taxi asiat, d'ailleurs. Okay. Après, entre 2 vannes sur les Asiates, il m'a dit, non, mais là, c'est génial parce qu'en fait, là, en posant que 3 jours, t'as 10 jours off et tout, machin. Et ça, c'est tellement... Les discussions avec Morad, on en rigole toujours parce que j'aime bien. C'est vraiment... Je pense qu'il y a une grosse partie de la société française, leur sujet de conversation, ça tourne autour de combien de jours je peux poser c'est parfait. Et combien de jours je vais avoir.
et ça régit leur life. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini les ponts, ils sont lundi, ils disent putain, c'est lundi, là, vivement le week-end. Une fois qu'ils sont au week-end, putain, vivement les jours que j'ai posés. Une fois que j'ai posé les jours, putain, vivement là, le prochain pont. Et en fait, tu te rends compte que tu fais que d'attendre. Bref. On l'a dit, la grande démission, les gars. Regardez l'émission sur, je sais plus c'était laquelle. On parlait du travail. Parce qu'on parlait du travail et c'était notre grande constante là-dessus. On n'est pas du tout ensemble là-dessus. Donc le point de départ, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des ponts. On a eu le 1er mai. C'est la fête des travailleurs. Exactement. Et pas du travail. Exactement. Et on vous expliquera pourquoi cette nuance a son importance. On a eu ensuite le 8 mai. Commémoration du 8 mai 45, capitulation de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc s'en suivra la libération de la France, tout simplement, de Paris et tout ça. De Paris. Ce moment magique où les troupes françaises vont venir défiler sur les Champs-Élysées, bien sûr que les Blancs, parce que De Gaulle avait demandé à ce que les Noirs et les Arabes ne viennent pas, parce que non, il n'y avait plus de place. Là, on est serré. C'est comme au quartier latin. C'est entre le libraire et la fontaine, là, c'est compliqué. À la base, je voulais, mais chaud. C'est parti d'un bon sentiment. J'ai mis toutes mes invites, je les ai données, j'en ai plus, là. Chaud. Et donc, il y a plein de fêtes, comme ça. Il y a aussi les Algériens qui célèbrent. L'importance. Ouais, il y a les Algériens qui célèbrent aussi le 8 mai, mais pour autre chose. Je vais pas vous dire de bêtises, c'est le 8 mai 45 aussi. C'est pour le massacre de Sétif, Guelma et Kerata, dans le département de Constantine, pendant la colonisation française de l'Algérie. Et là, il y a des gens en commentaire qui vont dire vous en avez pas marre avec la colonisation, c'est bon, faut passer à autre chose. Oui, j'adore ceux qui disent ça. Faut passer à autre chose. Ça fait 300 ans. Tu fais c'est dommage. Ah ouais, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Faut aller lire l'histoire, en fait. Ça fait 300 ans, et je lui avais mis quelques dates d'indépendance. Je lui avais dit qu'on est dans les années 60, 70. Allez, vas-y, c'est compliqué quand même. 75, vas-y, comment on fait? Et nous on va vous parler non pas de la libération là pour le coup. Déjà, première question, Hamza, c'est quoi cette histoire de fête du travail et pas fête des travailleurs et pas du travail? Bah ouais. Ça prend d'où son origine, ce truc là? En fait, c'est pour ça que je trouve que ce sujet était intéressant. C'est que déjà, effectivement, on va le faire en résumé malheureusement, même si toujours on se donnera des occasions d'en parler plus profondément, mais parce que ça s'inscrit dans une longue histoire qui, sans rire, elle fait aussi partie des ferments de ce qui a provoqué la Première et la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est à cela qu'il faudra revenir. C'est-à-dire que c'est l'opposition, en quelque sorte, si tu veux. Je vais le faire en archi vite, mais on donnera quelques références de livres qui peuvent être extrêmement intéressantes. Déjà, je le dis maintenant pour pas qu'on l'oublie, obligatoire, prendre le livre, on l'a déjà dit, l'Atlas historique mondial. Comme ça, au moins, vous avez toutes les cartes dans les grands moments. Ensuite, un excellent livre, c'est l'Histoire mondiale de l'anarchisme. L'histoire mondiale de l'anarchisme. Parce que ça, c'est très intéressant. Vraiment très, très, très intéressant. Après, il y a toutes les questions sur l'histoire contemporaine. Pourquoi ? Parce que, en gros, si tu veux, l'impulsion qui démarre à la Révolution française de 1789 est une impulsion très sérieuse, très importante, dans le sens où, en fait, c'est une vraie expérience où un groupe humain, vraiment, tu vois, c'est pas forcément la seule, mais elle est emblématique. Ouais. Ok, parce que il y en a qui aiment pas qu'on fasse trop les chauvins, d'autres qui aiment pas quand on tacle. Les gars, on est entre les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène assez important où, dans la société française, de son élite à sa base, donc vraiment dans la population, ce qu'on appelait les sans-culottes, il y a la conviction qu'un autre monde est possible, une autre société est possible. Ce qui implique de renverser le système tel qu'il était. C'est par définition ce qu'on entend par Révolution française. Donc là, on était dans le système monarchique. Exactement, qu'on appelle justement le système d'Ancien Régime. Ouais. Mais donc, qu'on comprenne bien, ce n'est pas simplement une constitution qui est réclamée ou qui est exigée ou qui va être réalisée. Ce n'est pas simplement la fin d'un système politique. C'est la fin de tout ce qui permettait ce système politique et tout ce qu'engendrait ce système politique. C'est-à-dire un système économique, un système social et un système philosophique. Donc, comment on voit les humains entre eux ? C'est-à-dire des hiérarchies entre les êtres humains. Des castes. Exactement. Parce que quand on voit, tu dis à n'importe quel occidental, tu lui parles du système des castes en Inde, tout le monde va dire « Ah ouais, c'est dégueulasse, c'est pas bien, machin et tout, les Dalits, oh là là, mais c'est ouf, c'est quoi ?» Après, tu dis « Ah, mais c'est leur croyance religieuse. » Tu découvres qu'en fait, des fois, t'as pas tellement besoin d'une religion pour croire ce genre de bêtises. Mais ça, c'est très ancré, en fait, dans les sociétés où il y a un pouvoir politique.
Après, c'est ça qu'il va falloir analyser. Mais en tout cas, il y a un grand renversement en 1789. Ce grand renversement, il fonctionne assez bien parce qu'on en arrive jusqu'à couper la tête du roi. Et on ne le fait pas que physiquement, on le fait moralement et symboliquement. Il y a évidemment une contre-révolution, ce qui amène en fait à on va dire, une bataille entre le monde d'avant qui refuse de disparaître et le monde du futur qui fait tout pour apparaître. Et littéralement, qu'on comprenne bien, dans l'histoire, à partir de cet instant-là, ça fait comme ça. Et que littéralement, nous vivons le résultat de cette confrontation. J'ai envie de dire, nous ne sommes ni dans la victoire de l'un, ni dans la victoire de l'autre. Pourquoi ? Voilà. Et c'est là qu'on comprend la Première et la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, justement, beaucoup d'intellectuels et de travailleurs et de gens dans les masses populaires réfléchissent et se disent « Eh bien maintenant, on devrait normalement aller au bout du système démocratique, au bout de l'idée de liberté. Et donc dans ce cas-là, en fait, il faudrait se libérer du travail. » Tu vois, c'est là dont on parlait. Et c'est pour ça qu'il y a des manifestations et des mobilisations. Alors, pareil, hein, c'est toujours divers. Il y a ceux qui vont voir les choses de manière un peu modérée, qui vont demander la journée de 8 heures. D'autres qui vont dire il faut qu'on abolisse le salariat. Tu vois ? Donc après, tu as toujours les mêmes gens qui vont te dire ah, mais comment on fait pour manger, etc. Non, mais bon, pas encore le temps, on verra. Si vous faut être prêt à ça, je comprends bien. Parce que c'est ça aussi, c'est moral, hein, ça rentre dans l'esprit des gens. Tu sais, on fait des automatismes. Quand tu fais A et que ça produit B et que ça te donne C, si quelqu'un te dit d'un coup X, tu fais quoi ? Comment ? Ouais, non, c'est pas possible. Tu vois ? C'est en 1881 ou 85, il faudrait que... Ouais, ça doit être ça. Il y a une mobilisation aux États-Unis où, en fait, donc des travailleurs, des ouvriers, font une grève pour demander la journée de 8 heures. Tu sais, ça va, la journée de 8 heures, quand même. C'était à combien avant ? Je crois qu'on est sur du 12. Ouais, on est sur du 12. Minimum, peut-être, hein, deux fois. Hein. On parle quand même du territoire où on était très esclavagiste jusqu'en 1870, tu vois. Donc, ça va, quand même. Hein. Et donc, à partir de là, regarde, c'est important. Tu peux te dire ah ouais c'est bien, ils ont fait une grève et tout, comme les gens qui disent ça fait chier les grèves, etc. D'ailleurs, tu sais que c'est drôle parce que beaucoup de gens disent que pour le droit de vote, les gens sont morts pour le droit de vote. C'est pas tout à fait exact, en fait, c'est un peu plus compliqué. Par contre, les gens sont morts pour le droit de grève, hein. Littéralement. Quand les gens ont fait des grèves, tu sais, le patron il est là, il fait ah merde, je fais comment pour la forcer à travailler parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'il me demande. C'est vraiment. Ouais, donc comme il a que deux bras, en fait. C'est ce que disait Khaldun, qu'on disait, au final, l'homme le plus fort du monde n'a que deux bras. Tu vois, donc au final, tu peux être le meilleur chasseur, tu peux être ce que tu veux, tu n'as que deux bras. Et ça, beaucoup d'animaux l'ont vite compris quand, dans le paléolithique. Et donc, ils voient que ils veulent pas travailler. Ah ouais, mais s'ils travaillent pas, moi j'ai plus de thunes. Ah bon ? On pensait qu'ils servaient à rien, les ouvriers. Ils étaient interchangeables. Ah c'est gênant, ça, c'est surprenant. Il fait bon, la police. Il appelle la police. Ils ont tiré sur la foule. Ouais, parce que la police est venue. Elle dit faut arrêter. Je dis non, on va pas s'arrêter. Ouais, mais non, il faut vraiment s'arrêter. Ouais, vous allez faire quoi ? Même la police au début elle s'est dit on sait pas ce qu'on fait. Donc ils allaient partir et puis t'as le patron qui dit quoi ? Ah non, moi je veux que mes rotatives elles tournent, hein. Moi j'ai des BF à faire là, qu'est-ce qui se passe ? Et donc allez tirer sur la foule. Ce qui est très intéressant, c'est que et terrible. En fait, ça a fait un massacre. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas tout à fait le premier. Il y en a eu avant dans les années 1830, etc. D'accord. Mais donc en fait, oui, c'est souvent arrivé. Mais ça, en fait, il y a l'histoire de l'anarchisme qui parle très bien de ça, et même l'histoire du travail et l'histoire du monde ouvrier te montre en fait différentes mobilisations qui ont lieu dans l'Europe, parce que de toute façon l'industrialisation c'était en Occident, principalement en Occident, hein, et à chaque fois qu'il y a eu des mobilisations, ça a fini dans le sang. En France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Mais cette fois-ci, ça a été la goutte de trop. Et ça a lancé une mobilisation. C'était le 1er mai. Hein. D'accord. Voilà, c'était le 1er mai. Partout dans le monde. Mais tu sais que partout dans le monde, jusqu'en Égypte, en Thaïlande, au Vietnam, partout dans le monde. Mais c'est un peu comme les Gilets jaunes, en fait. Et il n'y a pas Internet. Mais tu vois, c'est impressionnant. En Espagne, au Maghreb et tout. Partout. Comment ça s'est répandu comme une traînée de poudre? Parce qu'en fait, le mouvement ouvrier et le mouvement anarchiste, qui était un des grands ferments de ce mouvement qu'on appelle l'international socialiste, en fait, avait des branches partout et ils communiquaient beaucoup entre eux. Mais beaucoup, tu vois, par des journaux, etc. Ils se voyaient, il y avait des congrès, etc. Donc, tout de suite, en fait, l'information se diffusait. C'est remarquable. Et c'est pour ça que c'est vraiment la fête des travailleurs et probablement le jour férié, mais déjà, c'est le jour férié le plus internationalement suivi dans le monde. D'accord.
et il est très respecté dans le monde entier, quelle que soit la coloration politique du pays, la coloration religieuse du pays aussi, c'est très impressionnant. C'est vraiment, ça a transcendé vraiment les cultures. C'est très fort. Hein. Mais c'est pour ça, c'est tellement fort que dans l'époque, justement pour faire la boucle, de la fascisation de l'Europe, les gros fascistes, comme en Italie et en France, donc pour Pétain, donc ça se devait assez tard, et c'est avec Mussolini, ils vont transformer, d'abord ils vont changer le 1er mai, ils vont le mettre à une autre date au mois de mai, et ils vont appeler ça la fête du travail. Et pas des travailleurs, ils vont pas mettre... non, tu vois, faut enlever. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi ce transfert, mais ça, les militants le connaissent bien, de l'églantine qui était le symbole. Tu vois, en fait, l'églantine, c'est un double ou triple symbole, si mes souvenirs sont bons aussi, parce que c'est en lien avec un révolutionnaire français, Fabre d'Églantine, qui était guillotiné, qui fait partie des révolutionnaires ouf. Hein. C'est-à-dire ceux qui... les révolutionnaires très révolutionnaires. Tu vois. D'accord, ok. Tu sens l'ambiance. Et aussi par rapport au sang des travailleurs qui a été versé, tu vois. Et il me semble, j'ai oublié, parce que je crois que c'est un rapport aussi avec la fleur, parce qu'il devait y en avoir pas loin, je crois, de l'endroit où il y a eu le massacre. Or, maintenant, on l'a remplacé par le muguet. Et pourquoi le muguet ? Apparemment, c'est plutôt un symbole royaliste, un petit peu, tu sais, un peu le truc de la pureté. Il y a à la fois un mélange. En fait, tu vois, c'est le retour en force. Tu comprends maintenant quand je te dis la lutte, que ce qui a été amorcé en 1789 ne s'arrête pas, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire, en fin de compte, c'est ça, en réalité, le vrai clivage gauche-droite. Il y a eu des défauts en débat, je sais que sur Internet, il y a des trucs qui sont racontés de la vraie gauche, c'est quoi ? La vraie droite, c'est quoi ? Mais là, par contre, il faut lire les historiens. Et avec aussi, par exemple, l'excellent livre dont on a déjà parlé, L'émancipation entravée. De qui ? De Michel Rio, ça c'est, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, en gros, mais ça c'est très... Pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est très important cette question de l'opposition. Tu vois ? En gros, on s'émancipe par le travail, on réfléchit davantage à une société où pourquoi on devrait travailler autant ? Tu vois ? Pourquoi on devrait se tuer au boulot ? Aussi, même la question de la sécurité au travail. Hein. Parce que tu sais que ça aussi c'était un enjeu de l'international socialiste, de ce militantisme, l'inspection du travail. C'était une forme de, si tu veux, c'est une forme de conquête, de grignotage du système. De ok, on peut pas les affronter en face, on va grignoter un peu plus ce système. On va mettre des inspecteurs du travail qui vont ensuite dire ah non, là ils peuvent pas travailler dans ces conditions. Non, là vous les mettez en danger. C'est pas de la chair à écraser, c'est des êtres humains. Tu vois, donc il y a un vrai engagement. Parce que l'inspection du travail, elle est plus à l'encontre elle est totalement à l'encontre des employeurs. Quoi. Exactement. Ouais. Elle est où la clim ? Les gars, ils sont dans un truc complètement isolé. Combien de temps de pause ? C'est tout à fait ça. Et dès que tu vois le déclin de l'inspection du travail, alors tu comprends que la bataille est toujours là. C'est-à-dire ancien régime, nouveau monde. Et donc toi, le clivage gauche-droite, du coup, tu veux le dire quoi ? C'est ça en fait. C'est ancien régime droite, nouveau monde. Et en vrai, c'était même ça dans l'Assemblée constituante, même en France. Dès la Révolution française, et ça va être partout, quasiment partout dans le monde. Il y a les conservateurs et les révolutionnaires. Même si, c'est ça qui est très intéressant avec on va dire, l'approche anarchiste, c'est que l'anarchiste dit, mais il y a un problème encore plus profond que simplement progressisme, conservatisme, ancien régime, nouveau monde. C'est qu'il y a dans ceux qui veulent le nouveau monde, ceux qui veulent récupérer des recettes de l'ancien. Tu vois ? Ouais, ça c'est une petite dédicace un peu à tout ce qui est soviétique et bolchevique. Ouais. Parce que ça c'est un grand problème. Pourquoi ? Parce que en gros, ce sont ceux qui considèrent qu'il faut quand même du pouvoir pour libérer les gens. Ce que les anarchistes contestent. C'est pour ça qu'ils disent ni Dieu ni maître. Ils disent il ne faut pas de pouvoir, il faut de la gestion et de la responsabilité. Et surtout donc de la liberté. Ouais, c'est de l'ordre mais sans autorité. Et c'est exactement ça. Or, ceux qui veulent le pouvoir veulent de l'autorité. Il dit oui, mais ça sera de la bonne autorité. Il dit il n'y a jamais de bonne autorité. C'est pas vrai ça. Il n'y a jamais de bonne autorité. Elle cache au minimum ses intentions et au pire en fait elle finira juste par nous écraser et nous abrutir en fait, tout simplement. Je fais une parenthèse, c'est un peu ce qu'on vit dans le tournage de CKR, l'ordre sans autorité. Parce que chacun fait sa part du taf pour que le projet aboutisse sans qu'il y ait quelqu'un qui décide pour tout le monde. Il y en a qui viennent avec leurs idées, il y en a qui gèrent le son, d'autres la lumière, la réal, le machin, les posts sur les réseaux et tout. En fait, chacun comme des fourmis à son champ d'action. Et puis on se coordonne par rapport au travail des uns et des autres. Mais il n'y a pas de hiérarchisation en fait. Et c'est vrai que
Il y a plein de monde qui l'expérimente. Dans le milieu de l'entreprise, ça pourrait fonctionner. Il y a plein de monde. En vrai, il y a plein d'espaces où les gens expérimentent on va dire, l'anarchisme. Ce qu'on peut utiliser comme terme, c'est l'autogestion. Ouais. C'est-à-dire l'autogestion, t'as pas besoin d'un gars qui est au-dessus de toi. En fait, ça n'a aucune pertinence. On croit que ça a une pertinence. On le croit même à l'armée. Tout le monde se dirait, mais si, c'est obligé dans l'armée. C'est même pas vrai. Les anarchistes l'ont prouvé avec les colonnes Durruti, les brigades Makhno, etc. Ouais, bah oui. Mais en fait, d'ailleurs, les résistants. Ouais. Bien sûr qu'il y avait certains systèmes résistants où ils étaient hiérarchisés, mais d'autres non. Hein. C'est des gars volontaires qui se mettent en mission, ils discutent entre eux que ce qu'on fait, comment on fait, ils mettent en place un plan et puis ils l'exécutent. Il n'y a pas de... En fait, c'est une mythologie d'ancien régime et de l'ancien monde, celle de croire qu'il faut toujours quelqu'un au-dessus qui, d'ailleurs, au nom de quoi, en fait? Tu sais quoi de plus? Et d'ailleurs, si tu sais quelque chose de plus, pourquoi c'est toi qui prendras forcément la décision? Parce que c'est pas forcément toi qui vas l'exécuter. Donc, en gros, elle est où la pertinence, tu vois? Et ça, parce que c'est dans cet élan-là qu'on se dit, on n'a pas simplement coupé la tête à un roi, on a coupé la tête au principe même que quelqu'un en haut décide de tout. Et qu'ensuite, on descend à chaque étage, un peu moins, etc. Mais c'est vrai que je sais très bien que c'est pas facile, parce que c'est pas qu'on baigne dedans, mais on est complètement dedans. À tel point d'ailleurs que les gens, quand tu leur dis anarchie, ils disent c'est le bordel, etc. Punk à chien, machin, on a déjà parlé. Ouais, tu sais que même linguistiquement, dans la langue arabe, ils ont traduit le mot anarchisme en fawda, qui veut dire en fait désordre. Alors que non, en fait, non, c'est pas le bon terme. Mais chez les gens, c'est compris comme ça. En tout cas, t'as cette opposition. Et cette opposition, en fait, donc elle est très forte, elle est très importante. Quand le nouveau monde, les progressistes, ceux qui veulent que les choses changent, arrivent à gagner à prendre un peu le dessus, à un moment donné, ça inquiète énormément des personnes qui n'ont aucun intérêt à partager avec tout le monde, à ce que tout le monde soit libre, à ce que les gens ils peuvent choisir s'ils travaillent à l'usine ou pas, etc. Mais parce que la vérité, parce que j'avais les gens qui parlaient la croissance, progrès technique. Mais la vérité, si les gens ils avaient le choix de ne pas aller travailler à l'usine, personne n'irait travailler à l'usine. Bien sûr, il y a personne qui fait ça par vocation. Tu sais, tu vois les mines, là, les mines de charbon, là, c'était des trucs de malades. Ils envoyaient des gosses, mais vous êtes des fous. Et tout ça à la gloire de quoi, en plus? Parce que c'est là où je veux en venir. Toute cette folie, et là, il faut lire Chapoutot, qui a fait... il a fait deux livres super intéressants. Un dernier, c'est Libre d'obéir. Où il étudie et présente une démonstration magistrale des origines du management et des origines du nazisme. C'est-à-dire, en fait, il parle des origines nazies du management et des origines managériales du nazisme. Ah ouais, mais tu m'avais parlé de ça. Où il parle d'un défaut managérial qui serait à l'origine de la solution finale. La solution finale. Mais ça, il le documente. Ah non, mais ça, c'est une dinguerie. Par contre, ça, honnêtement... je sais pas si un jour on pourra l'aborder. Mais en gros, lisez-le parce que il t'explique de façon documentée que la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale de la part des nazis, c'était un défaut managérial. Ou un truc souhaité pour le management, mais c'est pas un truc décidé. C'était pas un truc... Voilà. C'était que potentiellement, c'était à la direction des gars qu'on dit il faut qu'on gère ce problème. Ouais, c'est ça. Et que le fameux problème juif, exactement. Le problème juif, il faut qu'on règle le problème juif. Et que ça a été une interprétation d'excès de zèle, etc., en dessous d'un gars qui s'est dit vas-y, on les part tous dans des camps et vas-y. Il faut faire ça vite. Faut qu'on fasse vite. Comment on peut en tuer le plus vite possible, machin. Hein. Ouais. Alors que c'était pas mot pour mot ce qui avait été ordonné en amont. En fait, c'était ça. Ça veut pas dire qu'il voulait pas. Hein. Ça veut pas dire qu'il voulait pas les tuer, évidemment. Ou qu'il était pas. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est de voir l'excès de zèle que tu peux avoir sur la pression l'ordre formel n'était pas venu. Voilà. Parce que tu es dans l'institution et vous le connaissez, si vous êtes travailleur en entreprise, on connaît toujours des gens qui font de l'excès de zèle. Ils font plus que ce qu'on leur a demandé parce qu'ils veulent être bien vus. Et parfois, sauf que le problème, c'est que ça télescope ou ça nuit au travail et au fonctionnement. Enfin, bref. Ça, c'est l'intérêt en fait du travail que Chapoutot a fait sur Libre d'obéir, puis il a fait aussi un livre qui s'appelle Hitler, tout simplement. Donc c'est un expert de l'histoire contemporaine. Voilà, direct. C'est vraiment un expert de l'histoire contemporaine européenne, occidentale. C'est magistral. Prof à la Sorbonne, c'est-à-dire que tu vois, lui, il a d'ailleurs fait une magnifique interview aussi sur YouTube que les gens allaient voir sur Elucide. Elle est excellentissime, mais parce que justement, moi je m'approprie beaucoup pour pouvoir vulgariser parce que c'est essentiel. Et justement, l'intérêt de tout ça, c'est de voir qu'il y a, en gros, si tu veux, il y a vraiment un monde qui s'affronte en Occident. D'ailleurs,
c'est entre autres, cette logique d'industrialisation, de vouloir rattraper la lutte de vouloir contrecarrer la lutte pour le progrès qui a commencé en 1789, qui va amener en fait à se dire faut coloniser maintenant, parce que les Français ils veulent pas faire tout le travail qu'on veut, les Français protestent pour de faire de la paysannerie, etc. Ils veulent être libres. Bon on va aller opprimer un autre peuple qui lui en fait va faire le boulot. C'est tout le principe. Entre autres, il y a eu plein d'autres mécanismes. Oui, bien sûr. Et tu vois, il faut comprendre que même si ça vient de la Troisième République, ça vient à la fois de la Troisième République et puis ensuite de Napoléon III, l'invasion de l'Algérie, et ensuite du Maghreb. C'est que, en gros, et c'est là qu'on va comprendre, la colonisation va répondre à cette logique de prédation d'un pouvoir qui, précisément, va tout faire pour récupérer le contrôle sur la population et sur les gens. De ce qu'elle avait perdu dans son propre pays. Exactement. C'est ouf, ça. Ouais, tu vois, c'est ça l'idée. Hein. Entre autres, c'est vraiment ça l'idée. Ouais. Avec aussi l'idée de créer des espaces majeurs de conflictualité, comme on le voit dès la fin du 19e avec les guerres d'opium, puis ensuite la Première Guerre mondiale, qui sont en définitive, et c'est très important, des guerres coloniales. Tu vois ? Et c'est pour ça que Là, je fais rapidement, on va faire une petite ellipse pour arriver justement au 8 mai 45. C'est que lorsqu'on arrive au 8 mai 45, et ce que tu as très bien dit concernant le défilé aux Champs-Élysées, parce que en fait, c'était cohérent cette décision de Gaulle, qui montrait tout. C'est que non, en fait, ce n'était pas un combat pour la liberté. Ce n'est pas vrai. Chapoutot le dit, hein. C'est pas que moi, j'aime pas les arguments d'autorité, mais on est d'accord, en gros, on n'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un combat pour la liberté, ça c'est des baratins pour essayer d'amener les gens, pour faire croire qu'on était dans le bon camp, et les gens, ils ont toujours du mal encore, enfin certains ont du mal avec ça. À comprendre que dans la guerre, il n'y a pas de... Déjà, mais c'est surtout qu'en plus dans ce contexte, mais non en fait, c'est que, tu vois, on en parlait, la fameuse conférence de Berlin qui commence à découper l'Afrique, c'est-à-dire que le 8 mai 45, les 3/4 de la planète sont colonisés. Soit c'est européen, occidental, soit c'est colonisé. C'est chaud. Ça, les gars, on en parle un petit peu. Toute l'Afrique est colonisée. C'est chaud. Intégralement colonisée. Et attends, c'est pas genre, ouais, c'est vrai que on a découvert qu'on était un peu des connards. En fait, c'est pas bien ce qu'on a fait. En gros, on a vu que les pires que nous, donc hashtag les nazis, c'est vraiment dégueu et ça peut aller loin. Donc, j'avoue, en plus, vous nous avez aidés, en plus, pour une guerre que vous n'avez même pas provoquée, hein, au passage, hein, au bon moment. D'accord ? Donc vas-y, viens, on vous libère. Viens, indépendance et tout. Et puis, accessoirement, réparation, hein, qui tarde à venir, parce que c'est toujours pas le cas. Hein. Toujours pas. Il n'y a aucun pays colonisateur qui a rendu la monnaie. Hein. Aucun. Donc, on attend les comptes, hein. On attend. Voilà, parce que c'est pas une blague. Alors que Norman Finkelstein, dans son livre L'industrie de l'Holocauste, il expliquait, parce que ses parents, ses grands-parents étaient dans les camps, et même ses parents aussi, et qu'ils avaient eu, c'était pas grand-chose, hein, ça dépendait des gens, ils avaient eu des réparations pour des dommages pour la Shoah. Et c'est vrai que les descendants d'esclaves et des pays qui ont été colonisés, Walou. Non mais en plus c'est une dinguerie en vrai. Beaucoup de gens ont dû le voir dans des sketchs ou dans des séries, parce que je suis très content que ça apparaisse. Mais tu sais, le truc du dédommagement des maîtres, des propriétaires d'esclaves, c'est vrai. Tu sais que c'est vraiment vrai. J'ai un manque à gagner, hein. Haïti. Haïti qui rembourse des dédommagements pour avoir été affranchi, pour avoir pris son indépendance. Tu vois, et d'ailleurs, j'ai presque envie de te dire, c'est affreux, et je pense à tous mes amis et proches d'Haïti. Franchement, c'est comment dire, de loin comme de près. Haïti reste malheureusement ce qu'on appelle la preuve par Haïti en fait de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé le problème. Tu vois ce que je veux dire, que l'ardoise là elle est pas réglée. Ah non. Les gars, il faut refaire le compte là, ça va pas là, il y a un truc qui manque. Parce que tu vois justement pourquoi jusqu'aujourd'hui. Et là où c'est important, tu vois, c'est que le 8 mai 45, donc voilà, on va dire le 9 mai. C'est même pas en feuille de route sur la table des gouvernements en question. De dédommager non, mais déjà de décoloniser, en fait. Ah oui, l'indépendance. Non, c'est même pas en projet. Ils ont subi une colonisation. Exactement, une invasion coloniale. De la part des Allemands. Absolument. Et à aucun moment... Tu sais, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser aux banques en 2008... qui se cassent la gueule. Oui, tout à fait. Ouais. Qui demandent de l'argent aux États pour... et ils ont donné, hein. Enfin, c'est-à-dire nous. Hein. Ouais, c'est-à-dire nous.
de l'argent magique et qu'après ça, ils continuent de taxer les intérêts de l'argent qu'ils ont prêté au pays. La fameuse dette qu'on dit, il y a une dette, c'est les banques en fait. Ouais, c'est une dette qu'on a sauvée. Hein. Ouais, donc, voilà. Normalement, au moins, c'est vas-y, efface. Déduis-nous ça, quoi. Efface. Allez, efface. T'es un petit coup de pression. Donc parce qu'ils ont fait des conneries, hein, en plus. Parce que la banque, elle te dit, s'il te plaît, aide-moi là. Ils ont fait des conneries, hein. C'est pas un accident, hein. C'est pas un accident de la route, hein. Mais ouais. Et en plus de ça, genre, vous annulez pas les dettes. T'as eu que 2 condamnations pénales. 2 ou 3, je crois. Tu sais, 2 gars qui sont pas forcément les plus. Ouais. C'est Kerviel en France. Kerviel, c'est lui tout seul. Ouais. C'est sûr, c'est lui. C'est lui. 3 milliards d'amende. Allez. Personne n'a rien vu. Il a fait ça en loose day. Loose day. Ouais, putain. C'est un magicien, lui, pour le coup. Vraiment. Mais tu vois, et donc, c'est pour ça que. Mais t'imagines, voilà, on est le 9 mai. Bon, allez, je suis impatient. Le 9 juin. Non? Quoi? Toujours pas de projet? Une petite discussion à l'Assemblée, peut-être? Non? Toujours pas. Ah non? Qu'est-ce qui se passe? Et je prends cet exemple-là magistral, la vallée du Mékong, qui à cette époque-là s'appelait l'Indochine, qui venait tout juste de se battre vaillamment contre les Japonais assez tarés à ce moment-là, quand ils ont envahi toute la vallée du Mékong, qui est donc le Vietnam, le Vietnam actuel, le Cambodge actuel et le Laos, avec une partie aussi de merveilleuse région, entre le fleuve jaune et donc. Donc la guerre est finie, la capitulation du Japon pour eux c'est important, ils sont tapés, hein. Ils sont vraiment battus avec un général c'est un modèle incroyable, je le prononce toujours mal son nom, Nguyen Diap, c'est un prof d'histoire géo, qui est un général, on l'appelle le général autodidacte. Je vais approfondir sur lui, c'est une dinguerie, il a été l'acteur, avec Ho Chi Minh, mais il a été l'acteur de la résistance vietnamienne, et de la région en fait, du Mékong, mais vietnamienne, du début contre les Japonais en 1944, c'est dès 44 jusqu'à 46, enfin 45, et la guerre contre les Français pour l'Indochine et la guerre du Vietnam contre les Américains. Il a tout gagné. Il est mort à 102 ans en 2013. Ce mec est un ouf. Pourquoi ils ont tous voulu faire la guerre au Vietnam? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait quoi là-bas, les gars? C'est méchant. Un tour de rôle. Mais c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que je voulais concentrer là-dessus, parce que, mais tu sais, tu te dis, mais ça va pas. Il y a un truc qui tourne pas rond, là, ça va pas. Concrètement, donc, tu vois, comme je te dis, 9 juin, toujours pas de 8 juin. Est-ce qu'on discute un petit peu on libère les peuples qui nous ont quand même vachement aidés? D'ailleurs, pareil, tu sais, sur le dédommagement, il y avait un truc à donner, juste un dédommagement pour participation quand même forfaitaire on a quand même vachement battu les nazillons dans vos terres que vous n'avez même pas foutu de les chasser, hein, au passage, la glorieuse machin. Donc avec des armes qui avaient pas de munitions. Les tirailleurs, rien, que dalle. Et puis non mais on va toujours continuer à tenir vos pays parce que on fait ce qu'on veut en fait. Donc 46. Les Vietnamiens, ils sont chauds. Donc la fine équipe Ho Chi Minh et ses amis avec le général Nguyen font eux ils sont dans des écoles françaises et tout, tu vois. Donc tu vois, donc comme on dit, ils connaissent l'ennemi de l'intérieur. OK. Donc mais aussi, ils voient aussi les idéaux. Tu vois, c'est ça le paradoxe de la colonisation. OK, c'est pour ça que c'est pas de dire que c'est pas tout blanc tout noir. Non, la colonisation c'est tout noir. Mais elle draine avec elle des choses positives. Oui, mais c'est non, mais c'est pas ça, c'est que parce que la colonisation par la France, comme la colonisation par les Britanniques, comme elle se fait par la France a aussi des bonnes valeurs. Elle a aussi une belle histoire. Et c'est même ça que des gens en France défendent. Mais ceux qui gouvernent et ceux qui décident, eux ne suivent plus cet idéal-là. Sinon, ils n'auraient pas colonisé. Hein, on aurait pu vivre tranquillement avec les gens. Donc, c'est parti, hop, révolution, ils partent en résistance. Et là, qu'est-ce que fait De Gaulle? Il envoie le général Leclerc, le héros de la Seconde Guerre mondiale. Il va l'amener pour faire quoi? Pour littéralement massacrer les Vietnamiens. Les Indochinois, comme on les appelle. Comme Pécresse les appelle encore. Et d'ailleurs, et à ce moment, et en fait, ça va aller loin. Mais le général Giap est très chaud. D'ailleurs, à tel point que des généraux français disent « Ah ouais, non, lui, il est trop chaud, quand même. Il est vraiment, vraiment très balèze. » Mais il est incroyable. Il faut faire une série Netflix sur lui. Il est incroyable, vraiment. Ce gars est incroyable. Parce que c'est un géographe, en fait, le gars. C'est un vrai géographe. Ouais, donc il maîtrisait les reliefs. Et il a un exemple assez fou et assez exceptionnel d'un chef militaire qui n'a jamais eu une formation militaire. Il a utilisé son bagage d'historien et de géographie. Ça ferait une série de dingue. Ou un film de ouf. Parce que ça me permet d'amener sur un truc aussi très important, sur la fameuse, justement, parce que c'est drôle qu'on va parler là aujourd'hui, la présence asiatique en France. Elle est très majoritairement issue de cette région. Vietnam, Laos et Cambodge.
pour des belles et des mauvaises raisons. Parce que des fois, c'est parce qu'ils ont collaboré, ou des fois, non. Et ça aussi, ils sont invisibilisés en France, hein. Complètement invisibilisés. Et or, pourtant, ils font une partie intégrante de notre histoire, qu'on le veuille ou non. Ouais. Ils luttent de 46 à 54. Les Français partent. Ils sont pourtant soutenus par les États-Unis, hein, à ce moment-là. Hein. Ils sont obligés de partir. Les Français. Ah, oui. T'imagines, alors que... Oui, les Français. Et donc, 54, pourquoi ils sont obligés de partir ? Parce que... Ah oui, je t'ai dit, depuis 45, non, c'était pas dans l'ordre du jour. L'Algérie est toujours française. Ouais. Voilà, le Maroc est toujours sous protectorat français. Un protectorat, on te protège. Et la Tunisie, toujours sous protectorat. Et une partie de la Libye aussi, dans le sud, le Fezzan, qui appartenait à la France. Le nord appartenait à la Grande-Bretagne. Et même l'Est. Ça va, les gars ? Vous vous sentez bien, dis donc, visiblement. T'es toute l'Afrique. Ça va ? On vous dérange pas trop ? Ouais. Vous pouvez partir maintenant ou pas ? Et visiblement, ils ont du mal à partir. Hein. Les gars, on les invite, je sais pas, on les a pas forcément invités au départ. Hein. Ils ont confondu hospitalité et je ne sais quoi. Ouais. Mais en tout cas, donc, les Français sont obligés de se barrer. Donc, défaite cuisante, hein, la magnifique bataille de Dien Bien Phu fait que, les Vietnamiens, très chauds, ils sont à fond. Mais comme quoi, les malheurs, ça arrive très vite, hein. En fait, au moment où ils déclarent en fait, que le Vietnam libre et tout, avec la partition, il y a le Cambodge qui va s'autonomiser et le Laos qui va s'autonomiser pour des divergences à la fois politiques, culturelles, etc., hein, et même linguistiques, même au niveau linguistique. Là, il y a une république qui s'autoproclame, pour le faire vite, dans le sud du Vietnam, qui dit non, mais nous, on est démocratique, Coca-Cola, Hollywood Night, ce que tu veux. Ouais. Et ceux qui ont mené à la résistance, dont le général Nguyen Giap, il dit mais non, en fait. Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un Vietnam indépendant, autonome, qui soit pas dans cette sauce américaine. Donc, c'est parti, ils prennent les armes. Et là, ça fait guerre un peu civile, sauf que tout le monde savait que ce fameux gouvernement qui est apparu, là, il vient pas de nulle part. Made in USA. D'accord. Et là, on est dans une guerre de proxy, de 54 à 65. En gros, le Sud-Vietnam... le Sud-Vietnam... c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Le Sud-Vietnam qui va se battre avec l'appui américain, tout un appui logistique, etc. Pour l'instant, il n'y a pas encore de GIs. Il y a juste des officiers qui donnent des aiguillages et du logistique. Et évidemment, le Nord va être appuyé par la Chine communiste, parce qu'ils sont aussi communistes, les résistants vietnamiens. Ils vont se taper. Bon, voilà, pareil. On a un gars sûr, c'est le général Nguyen, donc ils vont gagner. 65, à tel point que ce fameux gouvernement vietnamien, mais... occidentalisé. Voilà, exactement. Il va lâcher... Non, on peut plus rien faire. Bon, le States, on y va. Hein. Allez, on emmène les boys. Et c'est pour ça que les Américains débarquent ? Ouais. En tout cas, ils voulaient pas lâcher une sorte de colonie. Tu vois, c'est ça du néocolonialisme. Parce qu'elle était rattachée, bien sûr. C'est ça l'idée, en fait. C'est comme pour le... c'est marrant parce que dans les films Quinry qu'on a eu dans les années 90... Ils t'expliquent pas du tout pourquoi les Américains partent en guerre contre le Vietnam. C'est juste qu'ils partent en guerre. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi, je trouve que c'est le grand problème de l'enseignement qu'on fait de justement cette période de 45 à 70, c'est-à-dire qu'on appelle tout de suite la guerre froide. Et ça, c'est un peu chiant parce que ça met trop l'attention sur l'URSS et les États-Unis. Ouais. Alors que tu fais, mais attends. Il y a d'abord un grand problème qui n'est pas réglé encore pour l'instant et qui est justement une des causes des confrontations. C'est la colonisation. C'est vrai. D'ailleurs, justement, ça aussi, il y a un livre, j'ai oublié l'auteur, mais qui parle du rôle de la CIA dans la guerre d'Algérie. Ah ouais. Du Mossad également, mais ça, c'est aussi un grand... oui, parce qu'il va y avoir toute une géopolitique en Algérie sur ce sujet-là. Un livre qui a été préfacé par Benjamin Stora. Benjamin Stora, c'est la plus grande... En tout cas, en France, la plus grande autorité d'histoire contemporaine de l'Algérie coloniale. Voilà. Un travail immense. Il vient de Constantin. Constantine. Il vient de Constantine. Et donc... 65, là, ça y est, les Américains rentrent dans la bataille physiquement. Ils étaient déjà, en fait. Hein, mais là, ça y est. Donc, 65 à 75. Et, tu sais que c'est là. Et regarde bien. Si on a bien suivi, la boucle, comment elle va se boucler. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple du Vietnam. Il y a un truc qu'on va utiliser pendant cette guerre. C'est l'agent orange. Je sais pas si ça te dit quelque chose, l'agent orange. L'agent orange. Le napalm ? Qui va donner avec le napalm, ouais. En fait, il y a l'agent orange et il y a le napalm. Mais en fait, ils vont utiliser ça va être à peu près les deux, si tu veux. Et l'agent orange, c'est Monsanto. Monsanto, les pesticides ? Ouais, tout à fait. Fuck. Tout à fait. Et en fait, il va en donner à gogo, justement, pour l'armée. Et l'armée va l'expérimenter. Parce que, littéralement, en fait, ils veulent détruire la culture. Ils veulent détruire la végétation. Parce que, justement, le général Nguyen utilisait la nature et la jungle comme base.
à la fois des tunnels, etc. Oui, parce que moi j'avais appris ça à l'école, c'était que surtout les tunnels, ils n'étaient pas prêts. Ça les a traumatisés, les tunnels étaient très petits. Il y avait que les Vietnamiens qui pouvaient pénétrer tranquillement et les autres, et en fait, ils les attiraient dedans et après. Mais Nguyen, c'était un génie. Parce qu'en fait, il a réussi à utiliser la topographie par les reliefs. C'est trop stylé. À un niveau. Mais ça ferait une série. Mais bien sûr. Je le dis. T'imagines un prof un géographe. Mais oui. Général de guerre. Le mec, il maîtrise les reliefs, les machins et tout. Et le mec, je sais pas s'il a connu dans sa vie le stress. Le mec, il est mort à 102 ans. C'est-à-dire qu'il a même pas eu le mouron. Il était même pas inquiet. Je crois qu'il a jamais été inquiet. C'est un délire. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un modèle intéressant. Et c'est aussi super important parce que ça permet aussi de visibiliser quelque chose de très important, même par rapport aux cultures vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes, sur le fait que il y a au lieu de simplement y voir des gens qui se sont fait que se battre tout le temps parce qu'on leur a fait la guerre tout le temps en fait, c'est quand même dramatique. C'est une sacrée détermination d'un peuple qui est pourtant extrêmement chaleureux et bienveillant, qui aujourd'hui faut aller voir c'est quoi Ho Chi Minh Ville maintenant. Le Vietnam est une grande puissance économique dans la région maintenant. Au début, on dit que c'est un des tigres, etc. Mais elle est montée, c'est impressionnant. Le Vietnam a en plus une histoire multimillénaire en termes culturels, religieux, philosophiques, qui est énorme, avec une variété dans les langues, etc. Et d'ailleurs, tu sais que ce qui est fou, c'est que des tirailleurs algériens et marocains ont été envoyés en Indochine, donc au Vietnam, etc. Sauf que quand ils sont arrivés, ils ont fait... Ah ouais, mais non, mais on va pas se battre contre des frères, en fait. Des frères colonisés. C'est mort. Donc, ils sont allés avec eux. Et tu sais qu'il y a des couples et tout. Il y a eu des couples. Il y a même... il y a un village au Maroc. Il y a un village au Maroc, en fait, où il y a plusieurs familles qui sont des familles mixtes vietnamiennes, marocaines. Et il me semble qu'il y en a aussi pour l'Algérie. C'est une dinguerie. C'est l'histoire... Elle est trop intéressante, en fait, cette histoire. C'est une dinguerie. Tu vois, elle est vraiment riche. Et elle explique aussi beaucoup de choses de ce qu'on a ici. Tu vois, il y a plein de Vietnamiens et de Vietnamiennes en France. Il y en a pas mal des Cambodgiens aussi. Ouais. Déjà de la première vague et de la deuxième vague. Et pareil pour les Laotiens. Donc, avec qui vivaient encore en tribu, etc. C'est super intéressant et riche au niveau anthropologique. Et donc, 75, ils gagnent. Tu vois, ils les chassent, les Américains. Mais t'as vu, mais avec du sale. Hein. Et tu sais que là, il y a un procès, justement à Monsanto, par rapport à la question de l'agent orange. Et donc, parce que le Vietnam n'a pas lâché l'affaire. Hein. Ils lâchent pas l'affaire, c'est connu, hein. C'est leur marque de fabrique. Donc ils n'ont pas lâché et c'est encore en cours. Tu vois ? On va régler les comptes. Mais t'imagines, et de tout ça, il n'y a eu aucun dédommagement, il n'y a eu aucune sanction qui a été faite comme criminel de guerre aux officiers qui sont toujours retirés à la fin. Ouais, bon, on a perdu, allez, on fait un traité, allez, ciao, salut, au revoir. Comme des voleurs de sac à main. Et en fait, tu te veux leur dire, mais à un moment donné, mais tu dois assumer là. Crime de guerre. Comment ça, t'envoies du napalm dans des villages millénaires ? On la connaît, plus les vidéos, les photos. Mais là, oui, horribles, oui, tout à fait. Blanc, la petite fille nulle là, qui court. Les reporters de guerre, d'ailleurs, c'est le moment où ça fait boum. Et d'ailleurs, dans les universités américaines, justement, il y a c'est la première mobilisation étudiante justement du XXe siècle qui va vraiment être contre la guerre du Vietnam. Tu vois, contre la guerre au Vietnam. Et même s'il y a des gros tarés... Et tu sais, quand je te parlais de l'opposition, il y avait aussi dans certains campus des gens qui... Bombe Vietnam. Ouais, du White House, tu vois. Du gros... Mais c'est des fachos. Et en fait, c'est ça. C'est de comprendre que cette opposition, elle est là. Et elle est malheureusement toujours là. Mais qu'il faut la prendre au sérieux, mais qu'il faut aussi la prendre avec intelligence. Tu vois ? C'est-à-dire de la comprendre physiquement, de la comprendre historiquement, de la comprendre intellectuellement et philosophiquement, parce que, en définitive, ce sont les partisans d'un pouvoir qui se meurt. La colonisation n'est jamais pérenne. Même quand elle arrive à exterminer toute une population, comme c'est le cas par exemple en Amérique du Nord ou en Australie, en fait, elle n'est jamais pérenne. Elle finit toujours par rebasculer. Et c'est ça, en fait, c'est tous les enseignements, en substance, de l'histoire du Vietnam moderne, et de ce qu'implique en fait ce fameux 8 mai 45 qui cache beaucoup trop une réalité en fait désastreuse dans le monde. Putain, masterclass, j'ai appris trop de choses là. On part du 8 mai 45, on explique le Vietnam. C'est vrai que je m'étais jamais penché sur ce qui s'était passé réellement et sur ce que ça impliquait, le lien entre travail, lutte des classes, colonisation. Non, c'est une dinguerie. J'espère que vous avez kiffé cet épisode parce que moi, honnêtement, je me suis régalé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à en discuter, lâcher des 5 étoiles partout sur toutes les plateformes et continuer de nous donner de la force. On va peut-être mettre en place, comme je l'ai dit, un Tipeee pour donner encore plus de force, pour qu'on puisse vous donner encore plus de contenu, etc. Franchement, ça ferait trop plaisir. En tout cas, merci pour ceux qui suivent, qui nous envoient des messages d'amour tout le temps. Merci à toi, Dr H, pour les travaux. Merci à ma chérie Galkani
Yannick Agnan, il y a sa nouvelle vidéo de Maskov qui est sortie avec Arnaud Vidalaire. Allez sur sa chaîne YouTube Maskov. On a Mourad Mokaden, le showrunner aussi. Allez sur son Instagram, il n'y a rien du tout. Vous allez voir, c'est génial. Non, en revanche, le Telegram CKR est mené d'une main de maître. Et franchement, bravo. D'ailleurs, allez-y, hein, on a de plus en plus de monde et tout. On balance toutes les news qu'on va traiter ou pas. Mais je vois que ça commence à s'activer. Il y a du monde, ça discute, ça débat. On va faire un canal parallèle. Ah oui. Le Science News. Ah, le Science News. Ah oui, putain. On va se mettre sur le Science News parce qu'on s'est dit on aime bien parler de l'actualité et tout, mais bon, on aimerait le faire aussi sur la science, c'est vrai. Et ben on va lancer ça et on milite aussi à fond pour que Hamza débarque sur TikTok pour qu'il puisse nous abreuver aussi avec du contenu dont il a le secret. En tout cas, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de CKR. Ciao ciao.